Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre émission Face à Dakaractu. Face à Dakaractu avec un nouvel format. Premier invité, nous avons l'honneur de recevoir M. Seydi Diouf, l'honorable député Seydi Diouf, président de la commission des lois ici à l'Assemblée nationale et aussi responsable politique à Rufisque. M. Diouf, bonjour. Bonjour. M. Diouf, nous allons démarrer cette émission rapidement avec ce qui fait l'actualité politique dernièrement, notamment l'affaire Petro-Tim et tous les soubresauts qui ont entouré cette affaire-là, la démission de Aliou Sall et l'opposition qui s'est saisie de cette affaire-là. Déjà, de façon générale, vous, comment est-ce que vous avez apprécié cela? Je pense que cette affaire ne devrait pas en être une. Je le pense très sincèrement parce que, de mon point de vue, cette affaire a éclaté à partir du reportage d'une journaliste étrangère, d'une télévision étrangère, qui, du point de vue déontologique, n'a, de mon point de vue, pas respecté les règles de sa profession. C'est un reportage qui m'a laissé de marbre, parce que nous sommes dans un contexte où les histoires de pétrole partout à travers le monde génèrent des enjeux qui dépassent en fait même quelquefois les intérêts de nos pays. Je le dis parce que tout le monde sait que dans cette affaire aussi, il y a eu une entreprise qui ambitionnait de recevoir des blocs pétroliers au Sénégal, mais qui n'a pas pu atteindre ses objectifs. Et ce qui est regrettable, c'est la connexion de ces structures-là, et notamment de cette entreprise, avec certains hommes politiques sénégalais. Et de mon point de vue, tout le bruit qui est en train de tourner autour du pétrole ne devrait pas le faire, puisque lorsque l'information est apparue, il y a eu la décision juste dans un système démocratique qu'un président de la République devait prendre, c'était de saisir la justice pour ouvrir une enquête sur cette affaire. Je pense que si nous sommes tous des démocrates, nous devons nous réjouir de cette décision du président Macky Sall. Et maintenant, pour ceux qui ont des informations à communiquer, mais que ces acteurs, de manière libre, puissent se rendre auprès du procureur pour livrer les informations dont ils disposent, afin que la lumière jaillisse. Mais vous, qu'est-ce que vous reprochez à la journaliste de la BBC? Vous dites que l'enquête qu'elle a faite n'a pas été faite dans les règles de l'art. Qu'est-ce que vous reprochez exactement? D'abord, première chose qui a attiré mon attention, nous le savons tous, dans notre pays, l'acteur qui a le plus évoqué ces questions de détournement sur l'histoire du pétrole et du gaz, c'était bien Ousmane Sonko. Je m'étonne qu'un travail d'investigation effectué par un journaliste, que ce journaliste, dans le cadre de son travail, préfère tendre le micro à Abdoul Mbaye ou à Mamadou Lamine Diallo dans son reportage, mais Ousmane Sonko, qui se dit chantre de la défense des intérêts du Sénégal par rapport au pétrole et au gaz, n'apparaît nulle part dans le reportage, n'a pas été interrogé. Cela m'interpelle. Cela m'interpelle parce que, justement, on est dans un pays où ce qui fait mal, en fait, c'est qu'un peu des contre-vérités qui sont assénées à tout bout de champ sont relayées, et sur la base de ces contre-vérités, on essaie d'entretenir un climat délétère dans notre pays. Ça, il faut le déplorer. Et moi, je le déplore fortement. Cette journaliste, d'après mes informations, n'a pas travaillé sur le respect des principes de déontologie, parce que la déontologie journalistique aussi, c'est le respect, c'est le principe de l'équilibre dans le traitement de l'information. Mais nous avons tous vu que cela a été déploré par les incriminés, qui ont considéré qu'ils n'ont pas été, en tout cas, interrogés, ou même s'ils ont été interrogés, la quintessence de leurs propos n'a pas été reprise. On nous a peint un tableau très sombre du Sénégal, un pays où tous les jours les gens marchent. On montre des images de marches qui n'avaient absolument rien à voir avec cette affaire-là. On le montre comme étant un peuple qui se rebelle contre l'ordre établi pour réclamer sa part de pétrole et de gaz. Et j'estime que le Sénégal, ce pays qui nous unit tous, ne mérite pas ça. Surtout que nous sortons d'un contexte où nous avons été à une élection présidentielle où les acteurs se sont exprimés, où le jour du scrutin, le peuple sénégalais nous a montré son attachement aux valeurs de démocratie, de paix
mais aussi de gardien de la transparence et de la sincérité du scrutin. Les observateurs nationaux comme internationaux ont salué la qualité de la transparence de cette élection. Et au sortir de l'élection, le premier acte posé par le président de la République, c'est de dire « je suis élu pour mon deuxième mandat ». Il n'y a pas d'autre ambition politique derrière. Moi, ma responsabilité, c'est le Sénégal. Et donc, j'appelle tous les fils du Sénégal au dialogue. Curieusement, ce sont ceux qui ne sont pas partie prenante au dialogue, qui sont les plus virulents, qui se radicalisent et qui veulent en réalité prolonger l'élection présidentielle, constituer une troisième mi-temps dans la rue. Et ça, je pense que c'est inacceptable. Oui, vous dites que le président de la République est dans cette volonté en tout cas d'apporter une lumière à cette affaire-là. On est à l'Assemblée nationale, je rappelle que vous êtes le président de la commission de loi à l'Assemblée nationale. Un parti comme le PDS, avec son président du groupe parlementaire, a déposé une lettre pour l'ouverture d'une commission d'enquête sur cette affaire-là. Curieusement, d'après en tout cas ce qu'eux ils ont dit, le président de l'Assemblée nationale a mis le coude sur cette affaire-là. Est-ce que cela reflète la réalité aussi? D'abord, il faut le dire, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas mettre le coude sur quoi que ce soit. Le président de l'Assemblée nationale préside notre institution, préside le bureau. Le dépôt d'une demande de constitution d'une commission d'enquête obéit à l'interne à une procédure. La structure qui est chargée de vérifier l'opportunité de la mise en place d'une commission d'enquête, outre lorsqu'elle est déposée par les acteurs qui le souhaitent, c'est d'abord le bureau de l'Assemblée. Mais le bureau n'est pas qu'une boîte aux lettres. Le bureau, lorsque vous déposez une demande, quelle qu'elle soit, devant le bureau, adressée sur la table du président de l'Assemblée, celui-ci convoque le bureau, il appartient au bureau de statuer sur l'opportunité ou non de mettre en œuvre cela. Le bureau a considéré en l'espèce qu'il n'y avait pas besoin d'aller vers la mise en place d'une commission d'enquête, et dès lors, la procédure ne peut pas continuer, elle s'arrête à ce niveau-là. Et d'ailleurs, moi, c'est curieux parce que, vous savez, les instruments qu'on met à notre disposition dans le cadre du débat public, du débat politique et du travail de l'Assemblée nationale ne sont pas des sucettes, ne sont pas des gadgets. Si pour toute question, on nous demande de constituer une commission d'enquête, la commission d'enquête, elle n'a pas cette vocation-là. Et du reste, moi, je m'étonne qu'eux, ils disent qu'ils ont déposé. Mais lorsqu'on a mis en place ici une commission d'enquête sur l'affaire des accusations de détournement de 94 milliards prononcées par Ousmane Sonko contre Mamour Diallo, mais je suis désolé, ces mêmes personnes ont refusé de siéger à la commission d'enquête. Et donc, on est dans le fonctionnement d'une assemblée parlementaire. Et dans le fonctionnement d'une assemblée parlementaire, qu'on le veuille ou pas, et dans tous les régimes qui se sont succédés et qui viendront demain, il y a une logique de majorité d'opposition. Quand on veut faire avancer des choses, il faut s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, c'est d'abord se concerter, surtout lorsqu'on est en opposition, c'est aussi se concerter avec la majorité, convaincre la majorité. Mais lorsqu'on s'enferme, qu'on prenne la chose comme ça, sous l'angle de la fragilisation d'un régime en place, mais personne ne vous suivra dans votre initiative et dans votre démarche. Et quand bien même on aurait dit qu'on met en place une commission d'enquête, eux qui le réclament, pourquoi aujourd'hui, je leur demande pourquoi aujourd'hui ils ont refusé de siéger pour connaître la vérité sur des accusations portées contre un haut fonctionnaire de l'État. Questionnement. Mais sur cette affaire-là, en tout cas, semble assez sérieuse pour pouvoir amener à l'ouverture d'une commission d'enquête. Laquelle affaire? L'affaire de Petro-Tim. Mais comment ça, l'affaire de Petro-Tim? Quand ils déposaient l'affaire sur la table de l'Assemblée, quels sont les arguments qu'ils ont mis au devant pour étayer le caractère sérieux de leur demande de constitution d'une commission d'enquête? On était, n'oubliez pas, dans une période préélectorale où ils ont dit du tout et du n'importe quoi. Est-ce que l'Assemblée va se mettre en branle uniquement parce que le PDS l'a souhaité, parce que certains députés l'ont accepté, quand bien même ils n'ont pas donné les argumentaires pour pouvoir convaincre de l'opportunité? Lorsqu'on porte la décision d'une commission d'enquête, mais il faut l'adosser à un argumentaire sérieux qui permet à l'Assemblée de prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause. Tel n'a pas été le cas. De toute façon, l'affaire a connu une nouvelle tournure avec le président de la Caisse de dépôt et consignation, Aliou Sall,
éclaboussé dans cette affaire-là qui a démissionné? Ben, j'estime que l'acte qu'il a posé est un acte courageux. C'est un acte aussi qui permet à Aliou Sall de se décharger. Parce que, ça et moi, ce qui me dérange un peu dans cette affaire, c'est qu'on dise, dès le départ, Aliou Sall, on l'a accusé tout de suite. Mais il faut lui donner les moyens de se défendre. Et on l'a accusé tout de suite en faisant le prolongement sur la caisse de dépôt et de consignation qui, dans notre structure étatique, est quelque chose qui collecte de l'argent. Dès lors qu'il est accusé sur ces questions-là, il a préféré se décharger. J'estime que c'est un acte courageux qu'il a posé. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que des éléments viennent contredire ces propos, je prends acte de cette décision et je prends acte également des déclarations qu'il a eu à faire en nous assurant qu'il n'a été ni de près ni de loin impliqué dans des transactions à hauteur de 6 000 milliards ou bien des transactions fiscales qui devaient revenir au Sénégal et qu'on lui a donné par ailleurs sous d'autres procédures. Donc j'estime qu'aujourd'hui, la justice étant saisie, il faut qu'on comprenne tous que lorsque la justice se saisit d'une affaire, nous, acteurs politiques particulièrement, et nous, acteurs de la société civile, et même acteurs de la presse, nous devons raison garder. Parce que ce qui permet à notre système d'être robuste et de tenir encore, c'est bien entendu qu'on fasse confiance aux institutions et que chaque institution fasse son travail. Malgré la démission de Aliou Sall, l'opposition réunie autour de la plateforme Aar Li Ñu Bokk maintient ses exigences. Parmi ces exigences, on peut voir la renégociation dans les meilleurs délais des contrats, que ceux qui sont cités dans le rapport de l'IGE soient livrés à la justice. Est-ce que ces exigences-là peuvent aider à l'éclatement de cette vérité-là? D'abord, vous avez parlé de la plateforme Aar Li Ñu Bokk. La particularité de cette plateforme Aar Li Ñu Bokk, en tout cas les principaux animateurs, c'est des acteurs politiques. C'est des acteurs politiques qui ont été retoqués à la présidentielle. Pour la plupart, ils n'ont pas obtenu le parrainage. Pour Ousmane Sonko, qui en fait partie, il est arrivé 3e à la présidentielle. Ce sont ces gens-là qui sont connus pour un discours radical vis-à-vis du régime. Ils veulent obtenir par la rue ce que les urnes ne leur ont pas donné. Et moi, j'en appelle à la responsabilité de tous les Sénégalais, et particulièrement de toute la jeunesse sénégalaise. Parce que c'est très facile, quand on voit un jeune qui n'a pas un travail, ou bien un jeune qui se lève pour faire du dortoir tous les jours, quand on lui dit que oui, le président Macky Sall et son jeune frère ont récupéré 6 000 milliards de francs, 10 milliards de dollars américains, qui étaient le bien du Sénégal. C'est très facile, ce discours-là, ce jeune qui est dans l'angoisse, qui n'a pas de travail, ou bien qui se lève à 5 h du matin pour aller dans la rue pour vendre des sous-vêtements et des trucs, ce jeune-là, il peut être accessible à ce discours. Mais je le dis encore une fois, on peut triompher sur la base du mensonge, mais ce mensonge finira toujours par vous rattraper. Mais moi, je ne veux pas que notre pays tombe dans cela. Parce que nous avons un gouvernement, nous avons des institutions qui sont fortes, qui ont fait preuve de leur robustesse à travers l'histoire. Ce pays, nous ne l'avons pas construit, nous, acteurs d'aujourd'hui. D'autres l'ont construit avant nous. Nous devons le préserver. Mais malheureusement, cette délation qui a cours, on met tout ça. Je vois hashtag donne-moi mes 400 000. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment peut-on mettre dans la tête de quelqu'un de conscient? Et c'est pourquoi j'en appelle à l'intelligence et au sens de discernement de tout un chacun, et particulièrement de cette jeunesse. Quand on vous dit on va renégocier, renégocier quoi? Vous savez, vous croyez que les compagnies pétrolières, là, c'est des structures qui viennent et au gré des régimes, au gré des desiderata des pouvoirs publics et des acteurs politiques, on va renégocier. Mais si on tombe dans ça, dans ces travers-là, jamais un investisseur demain ne viendra mettre son argent dans ce pays. Et nous sommes dans un secteur extrêmement complexe. C'est le secteur du pétrole et du gaz. C'est un secteur qui charrie beaucoup d'enjeux.
Et c'est pourquoi je dis sur ces questions-là, pour éviter que nous tombions dans ce qui est arrivé dans d'autres pays, il faut qu'on garde notre sérénité. En se disant qu'on ne peut pas récupérer 6 000 milliards ou 10 milliards de dollars si on veut, sur un temps de 30 ans, je crois, mais qu'on les récupère, qu'on les donne comme ça à quelqu'un, fut-il un chef d'État. Mais ça, c'est... Mais il faut vraiment être les Abdoul Mbaye, les Mamadou Lamine Diallo, là, pour parler comme ça. Je veux dire, le Sénégal, quand même, est un pays organisé. En réalité, je comprends les gens. Ils font de la politique. Malheureusement, ils font de la politique en mettant en jeu tout ce que nous avons de plus solide et qui nous unit. Ils parlent de aar li ñu bokk, j'ai dit, ñun dañuy aar suñu réew. Réew mi dañ ko war a aar. Et il ne faut pas que des aventuriers, parce que leçon d'éthique pour leçon d'éthique. En quoi Abdoul Mbaye peut donner au président Macky Sall, à Aliou Sall ou à un autre Sénégalais, quel qu'il soit ici, des leçons d'éthique? Il est connu, Abdoul Mbaye. Sa trajectoire est connue. Mamadou Lamine Diallo, la même chose. Vous l'avez, vous, vu dans la presse. Et il n'a jamais démenti les accusations portées contre lui. D'avoir, au moment où il était en situation de responsabilité sur les questions de mine d'or, d'avoir donné un permis à son épouse. Oui, ce sont ces gens-là. Le Sénégalais tombe dans l'oubli très vite. Mais ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, veulent donner des leçons d'éthique parce qu'ils n'ont pas eu à obtenir par la voie des urnes ce qu'ils voulaient. Ils veulent l'obtenir par la voie de la rue. Et quand ils sont dans la rue, ce ne sont pas les enfants, leurs enfants qui sont dans la rue. C'est les enfants d'autrui qui sont dans la rue. Ce sont des gorgorlous qui descendent dans la rue. Avec tous les risques que ces jeunes encourent. Je dis, il faut qu'on fasse preuve de responsabilité. Ce pays nous appartient. Et ce n'est ni par la délation, ni par le mensonge qu'on va arriver à obtenir. Vous avez vous-même vu, ils réclament que justice se fasse contre tout le monde. Mais pourquoi Ousmane Sonko refuse d'aller devant les enquêteurs? Il se contente de dire j'envoie des documents. Il accuse Mamour Diallo. On le convoque en commission d'enquête parlementaire. Il refuse de déférer. Alors, c'est très facile d'accuser. Mais lorsqu'on vous demande de venir apporter les preuves de vos accusations, vous vous réfugiez et vous voulez et vous cherchez par la politique à vous victimiser parce qu'on vous aura, par la camisole de force, déféré devant le juge et vous allez ameuter vos militants pour dire que oui, on est en train de me maltraiter. Non, je pense que la politique, c'est pas ça. Interpelle l'État. Parce que l'État aussi a la responsabilité du maintien du bon ordre pour que ce pays continue de fonctionner, pour que celui qui ouvre son entreprise, Sénégalais Gorgorlou, qui doit vaquer à ses occupations, celui qui doit faire son commerce, que tous ces gens-là puissent vaquer à leurs occupations sans être entravés par des manifestations à n'en plus finir, qui ne reposent que sur un reportage d'une journaliste étrangère dont on ne connaît pas qui est derrière. Mais en tout cas, l'opposition entend, elle, toujours continuer à descendre dans la rue tous les vendredis. Mais du côté du pouvoir, on a assisté depuis l'éclatement de cette affaire à un véritable concert de casserole. Et puis, il y a même des sorties qui ont envenimé, un peu la chose. Apparemment, en tout cas, le scandale, l'affaire Petro-Tim a bousculé la coalition présidentielle. Non, pas bousculer la coalition présidentielle. Moi, je suis membre de la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar en tant que secrétaire général du PPC. Nous ne sommes ni bousculés, ni déboussolés. Il s'avère que, et souvent d'ailleurs, on dit que la communication gouvernementale n'a pas été bonne. Des fois, c'est vrai. Je reconnais que dans cette affaire-là, la communication n'a pas toujours été à la hauteur, qu'il y a eu à un moment une certaine cacophonie. Mais depuis que le président de la République a avoir instruit le ministre de la Justice pour que le procureur soit saisi et ouvre une enquête dans cette affaire, les choses se sont beaucoup plus calmées du point de vue de la déclaration. Mais une chose aussi qu'il faut reconnaître, c'est que dans notre pays, on ouvre un feuilleton de presse sur des accusations et on l'entretient, ce feuilleton. Et dans ce contexte-là, même la parole véridique a du mal à avoir le même traitement que l'accusation qui est faite.
Vous l'aurez vous-même vu. Je vous donne un exemple très simple. Ici, à l'Assemblée nationale, à l'entame de notre législature, Ousmane Sonko a accusé les députés, a dit que l'Assemblée nationale doit donner à chaque député 10 millions. C'était une énormité. On a entretenu un feuilleton de presse autour de ça, mais lorsque la vérité a été dite par l'Assemblée nationale, on l'a traité très rapidement et on l'a mis de côté. Je veux dire, il faut que dans notre pays aussi, du point de vue même, une certaine presse qui est très friande d'accusations, moi je suis sidéré quand je vois Ousmane Sonko va faire une révélation vendredi. Je vois toute la presse qui va faire une révélation. Mais c'est quoi la révélation? Dire que le député va recevoir 10 millions alors que c'est faux. On le présente comme étant un scandale alors que ça ne repose sur rien du tout. Et quand on amène la preuve que ça ne repose sur rien du tout, c'est à la limite un traitement sur 2 ou 3 lignes qui se fait dans la presse. Il faut qu'on se pose des questions. L'attachement à la vérité doit nous conduire tous à avoir le même degré d'exigence, autant par rapport à ceux qui tiennent le pouvoir, mais autant aussi par rapport à ceux qui s'opposent par l'accusation. Qu'à un moment ou à un autre, moi je suis choqué quand on me dit, je lis chez vous ce matin, Sonko ne va pas déférer à la convocation de la DIC. Vous organisez tout un truc autour de ça. Pétrole, vous écrivez un livre, pétrole, etc. On déclenche une enquête. Vous dites, vous ne répondez pas, je vous envoie des documents. Et après, on laisse comme ça. Il peut accuser. Il peut traiter les gens de tous les noms d'oiseaux. Ces militants peuvent insulter dans les réseaux sociaux. On vous donne l'occasion, par une saisine de la justice, d'aller apporter les éléments de preuve factuels dont vous déposez. Vous dites non, je n'y vais pas, je vais envoyer des documents. Mais est-ce que ces documents-là ne peuvent pas constituer des éléments de preuve? Mais dans quel système on vit, Diouf? Au nom de quoi lui peut dire je suis le maître de l'agenda de poursuite du procureur? Au nom de quoi il peut s'exonérer, lui, d'aller répondre aux convocations, que ce soit aux convocations au pluriel, bien sûr, de la DIC, de n'importe quelle autre structure de l'État, parce que c'est Ousmane Sonko. Il dit, je me contente, vous Sénégalais, citoyens lambda, on vous convoque devant une structure de l'État, de la justice. Vous dites non, j'y vais pas, j'envoie après avoir accusé. Pourquoi on ne l'accepte pas pour un Sénégalais lambda, mais on l'accepterait pour un homme politique? Questionnement. Président, peut-être on va y aller rapidement, c'est surtout pour évoquer la loi sur le contenu local. Vous êtes président de la commission de loi. On dit que cette loi adoptée depuis le 24 janvier 2019 risque d'être inapplicable du fait des engagements internationaux de l'État du Sénégal en matière de traitement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, que vise en fait la loi sur le contenu local? Et d'ailleurs, moi je trouve que cette loi sur le contenu local me paraît 1000 fois plus importante que tout le débat qu'on entretient sur la rente pétrolière, sur combien le Sénégal va gagner en termes de milliards sur 30 ans. Parce que la loi sur le contenu local, c'est en fait tout le dispositif qui est mis en place pour que le pétrole, au-delà même de la rente financière, puisse contribuer à une transformation positive et structurelle de notre économie. Et c'est pourquoi cette loi sur le contenu local vise d'abord quoi? Premier objectif, c'est sur les ressources humaines. Éviter que le secteur du pétrole et du gaz sénégalais ne soit géré et administré que par des ressources humaines étrangères. Première mesure prise, c'est la création de l'Institut national du pétrole. Première mesure, il faut se doter d'experts sénégalais capables de comprendre les enjeux véritables dans le secteur du pétrole et du gaz pour que demain, dans tout type de négociation, nous ayons des nationaux qui sont au cœur de la négociation parce que formés, structurés pour défendre les intérêts de l'État. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est le secteur du pétrole et du gaz doit nous aider à aller vers une transformation structurelle de notre économie. Il faut que l'industrie pétrolière et gazière puisse se développer, premier objectif, et troisième objectif, puisse
générer l'avènement de petites et moyennes entreprises qui vont fonctionner dans ce cadre-là. Vous savez, quand Airbus construit des avions, mais c'est pas... C'est aussi toutes les PME qui travaillent sur la conception de fauteuils d'avion, sur la conception de certaines pièces d'avion, etc. Le pétrole, c'est la même chose, l'industrie du pétrole et du gaz. Il faut que ça génère un certain nombre d'entreprises, de PME, notamment dans la chaudronnerie, dans la plomberie, dans l'électricité, dans beaucoup de choses, pour pouvoir avoir une structure économique dont la base va s'élargir. Et c'est cela, la notion de contenu local. C'est faire en sorte... Donc, le contenu local, ce n'est pas des questions de transférer de l'argent. Non, ce n'est pas ça. C'est faire en sorte que nous ayons des ressources humaines de qualité. C'est faire en sorte que nous ayons une industrie pétrolière endogène, c'est-à-dire implantée dans le pays. Et c'est aussi faire en sorte que cette industrie pétrolière puisse générer l'éclatement et l'émergence de petites et moyennes entreprises qui vont, dans le tissu économique, se spécialiser dans la fourniture de services ou de prestations à l'indication de l'industrie pétrolière et gazière. Et c'est véritablement ça l'enjeu. Si on veut que le pétrole nous aide à nous développer, c'est par ce biais-là. Et bien sûr, tout ceci doit être accompagné par un cadre normatif transparent, clair, qui à la fois préserve les ressources de notre pays, mais qui aussi permet à la jeunesse de notre pays demain de pouvoir se positionner sur le marché de l'emploi. Nous allons évoquer peut-être autre chose. Nous avons été émus, en tout cas tous les Sénégalais, par une série de viols et de meurtres sur des jeunes filles à Tambacounda, à Dakar, à Thiès. Le président de la République avait en Conseil des ministres demandé au ministre de la Justice et au ministre de la Femme de faire adopter avant octobre 2019 le nouveau dispositif législatif et réglementaire criminalisant le viol et la pédophilie. Est-ce que vous avez, au niveau de l'Assemblée, été saisi de ça? Non, nous n'avons pas encore été saisis parce que un tel projet de loi passe par un circuit et doit être adopté par le Conseil des ministres. Ce n'est pas encore le cas. Et lorsque le Conseil des ministres l'adopte, nous allons être saisis pour pouvoir examiner le projet de loi. Mais ce que je puis dire, c'est que notre société est de plus en plus violente. Je le dis parce qu'on commence toujours par la violence verbale. La violence verbale, elle est dans la rue aujourd'hui. Mais de la violence verbale découle la violence physique. Et nous sommes aussi dans un environnement ouvert, où avec Internet, avec beaucoup de choses, des choses qui sont très utiles dans la vie d'aujourd'hui, on a une sorte de traversissement de l'utilité de ces instruments. Et des choses qui n'étaient pas connues le deviennent, parce que les médias sont partout à travers le pays. Et donc, il nous faut protéger nos populations. Et ces affaires de viol, je ne dis pas que ça date d'aujourd'hui, ces affaires de viol, de pédophilie ne datent pas d'aujourd'hui, mais sont exacerbées aujourd'hui et il faut effectivement apporter une réponse de fermeté. Autant, à un moment, j'ai douté de la nécessité, après évaluation, de la criminalisation de la drogue, que nous avions porté ici en 2011 par une proposition de loi Latif Gueye. Autant je dis sur l'aspect du viol, de la pédophilie, il faut qu'on aille vers une criminalisation. Pourquoi? Certes, les instructions sur ces affaires peuvent prendre plus de temps. C'est la conséquence principale d'ailleurs de la criminalisation, avec une autre conséquence, c'est sur la surpopulation carcérale, parce que plus on prend du temps à instruire des dossiers, plus ceux qui sont arrêtés ont tendance à durer dans les prisons. Mais au-delà de ça, il nous faut protéger notre société. Et de mon point de vue, aujourd'hui, nous avons plus de chambres criminelles qu'avant. Avant, c'était juste une cour d'assises annuelle à travers le pays. Après, c'était des cours d'assises un peu dans les... Mais aujourd'hui, on a plusieurs chambres criminelles qui peuvent, avec diligence, traiter ces dossiers. Si on arrive à désengorger un peu les juges d'instruction, je pense que cette réforme, elle va dans le bon sens. Et ce que je peux vous dire d'ailleurs, c'est que il y a de cela quelques jours, le collectif des femmes parlementaires s'est retrouvé avec l'association des femmes juristes et doit encore se retrouver parce que déjà au niveau de l'Assemblée nationale, le collectif a pris en charge cette question-là. Bien sûr, nous les accompagnons. Ce ne sont pas que les femmes qui réfléchissent à ça. Nous les accompagnons
pour aller ensemble vers une loi qui sera la plus efficace possible. Mais au-delà de ça, au-delà de la législation, c'est aussi ce qui se passe dans nos sociétés. On prête trop de silence à des questions qui se passent et qui sont extrêmement graves dans nos familles. Parce qu'il s'agit de nos familles. Et je n'appelle pas à la délation. Mais il faudrait que dans nos familles, lorsque des cas comme ça surviennent, que les auteurs soient dénoncés. Il faut que les auteurs soient dénoncés. Si on fait le sangu suture en permanence parce que suñu mbokk la, parce que etc., ces problèmes ne seront jamais réglés. Ce qui se passe dans, je ne dis pas dans tous les daras, mais même dans les centres d'accueil pour les enfants en situation difficile, mérite qu'on y prête attention. Et d'ailleurs, moi-même, en tant que président de la commission des lois, en relation avec la présidente de la commission santé et de la commission des finances, nous sommes sur, notamment sur les questions de protection de l'enfance, nous sommes sur une initiative d'évaluation de tous les instruments mis en place par l'État aujourd'hui pour voir l'efficacité du dispositif, visiter les structures, mais aussi essayer de voir dans ces structures ce qui s'y passe. Je l'avais dit au début de notre entretien, vous êtes responsable politique à Rufisque. Vous êtes, en tout cas, en ce moment, vous dirigez le parti PPC, parti du progrès citoyen que dirigeait l'ancien maire de Rufisque, Mbaye Jacques Diop. Rufisque est une ville qui peine à se développer. Déjà, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les élus n'ont pas pris la pleine mesure, peut-être, de ce qu'ils devaient faire pour sortir la ville de sa situation. Vous savez, moi j'ai eu la chance d'abord d'avoir fait mes humanités dans le domaine de l'administration des collectivités locales. Lorsque je suis rentré au Sénégal, j'ai eu la chance d'avoir été directeur de cabinet du maire de Rufisque, le président Mbaye Jacques Diop, qui j'ai été pendant 10 ans à la mairie de Rufisque. Cette ambition qu'il avait de transformer cette ville, je l'ai vécue avec lui, particulièrement sur son dernier mandat à la tête de la ville, où nous retrouvons l'ensemble des infrastructures que nous voyons aujourd'hui à Rufisque, datent de cette époque-là, qu'il s'agisse de la gare routière, des abattoirs, de l'hôpital Youssou Mbargane, de la caserne des sapeurs-pompiers, du quai de pêche, du programme d'aménagement des parcelles de Rufisque 2. Tout ceci date de cette période de Maître Mbaye Jacques Diop. Et donc, malheureusement, après lui, les choses ont semblé stagner. Parce que, pourquoi? Et j'estime que c'est sur ça qu'on doit mettre le doigt. Rufisque n'a pas de problème de ressources financières pour se développer. Mais c'est un problème de rationalisation des dépenses au sein de la commune pour pouvoir les orienter vers les dépenses utiles, des dépenses d'investissement. Mais avant de faire tout ça, ce qui manque à notre ville, c'est un plan de développement cohérent, un plan de développement qui part d'un territoire réaménagé. Rufisque aujourd'hui, ce n'est pas Rufisque d'il y a 10 ans ni d'il y a 20 ans. Il y a 10 ans, 20 ans, il n'y avait pas Rufisque 2. Rufisque 2, c'est 8000 parcelles à usage d'habitation qui ont été réalisées. C'est aujourd'hui une ville dans la ville. A-t-on pris les conséquences de l'avènement de Rufisque 2 dans le schéma global de réaménagement de Rufisque? Je ne le pense pas. Rufisque, c'est une ville qui avant était traversée. La seule route nationale pour sortir de Dakar, c'était traversée de Rufisque. Après, il y a eu l'avènement de l'autoroute à péage. Cette autoroute nous enferme sur nos capacités à nous étendre également au nord de la ville. Rufisque est aujourd'hui une ville traversée par le terre, autrement exprimé, coupée en deux. Doit-on rester sur les mêmes logiques d'aménagement espace? Je ne le pense pas. La logique qui prévaut aujourd'hui, c'est quoi? Le Rufisquois qui habite Guy Mouride, qui habite Darou Rahman, cité Seigne Mansour, tous les matins, est obligé, pour avoir des prestations de services, de traverser et le terre, la gare, les rails, et la route nationale pour venir en centre-ville. Le moment est venu d'éclater, de mon point de vue, l'offre de services en prenant en compte cette réalité de séparation induite par l'aménagement du TR. Il faut faire en sorte que, au lieu d'avoir une seule zone de centralité, qui est l'escale, le centre-ville,
c'est d'éclater les centres de responsabilité. Comme aujourd'hui, vous voyez à Dakar, pendant longtemps, beaucoup d'infrastructures étaient concentrées au plateau. Si vous regardez bien l'aménagement avec les différents services qui se sont déployés vers la VDN, vous comprendrez, à Cité Gorgorgui et tout ça, vous comprendrez qu'à un moment de l'histoire d'une ville, il faut offrir d'autres zones de centralité et de prestation de services. Rufisque en a besoin. Rufisque a aussi besoin d'avoir un programme d'assainissement bien conçu. Depuis lors, il n'y a jamais eu de programme d'assainissement à Rufisque. C'est de la responsabilité de la ville, mais aussi de la responsabilité de l'État. Mais l'État ne peut être interpellé que sur la base d'un programme cohérent. Nous avons, nous, avec les changements climatiques, un autre défi lié à l'avancée de la mer. Cette mer qui avance et dont le niveau est en train de monter fait que nous avons un centre-ville qui est plus bas que le niveau de la mer et plus bas que le niveau de la route nationale et de la gare de la voie ferrée. Ça veut dire que nous avons là les germes d'une inondation du centre-ville si on n'arrive pas à mettre en place un dispositif d'assainissement cohérent. Rufisque, c'est une ville qui a grandi très rapidement dans des quartiers qui n'ont pas eu d'aménagement, qui n'ont pas eu d'assainissement. Prenez tous les quartiers comme Guy-Mourid, comme Dar Rahman, etc. C'est des quartiers où les lotissements ont été faits souvent de manière spontanée, sans aucun accompagnement en termes d'infrastructure et de viabilisation. Ça pose un problème, mais ça nous rattrape. Il appartient aux élus de reconfigurer et de repenser la ville. Et enfin, une ville, c'est des fonctions. Quand vous regardez le désordre qu'il y a sur le boulevard Maurice Gueye, ça renseigne sur plus ou moins l'incapacité de nos élus à répondre à tout ça. C'est du désordre. Une ville ne peut pas... Alors que nous avons la chance d'avoir ce qui pourrait être le plus beau boulevard du Sénégal. De l'entrée de la ville à la sortie à Théoulène vers l'ex-Bata, c'est un boulevard qu'il faut aménager. C'est une ville qui a tous les leviers pour être attractif. Mais ce n'est pas que l'aménagement, la beauté et l'esthétique urbaine, c'est aussi des fonctions économiques à développer. Aujourd'hui, Diamniadio existe et Diamniadio va continuer d'exister et va continuer à capter tout ce que le département de Rufisque a d'utile. Si on n'envisage pas qu'à Rufisque, comme dans des localités comme Bargny, nous ne devons pas ensemble travailler vers une intercommunalité de services utiles à l'avènement du pôle urbain de Diamniadio. Au lieu de rester à dire, oui, il ne faut pas que Rufisque soit capté par Diamniadio. Non, il faut concevoir d'ores et déjà comment créer les germes d'une interdépendance entre Diamniadio et Rufisque. Que ceux qui sont à Diamniadio aient besoin de choses qui sont à Rufisque et qui soient obligés de venir à Rufisque. C'est comme ça qu'il faut le faire. Vous savez, je donne souvent l'exemple de la baie qu'il y a entre l'ex-Bata et Bargny. Là où il y a les femmes transformatrices de poissons, etc. Un quai de pêche. Mais je pense que cette baie-là, si on l'aménage comme il faut, ça peut être un facteur d'attractivité touristique pour tous ceux qui vont venir à Diamniadio. Mais je pense aussi au centre-ville de Rufisque. Pourquoi aujourd'hui à Saint-Louis, les gens ont réussi à redonner valeur à des maisons qui tombaient dans l'île de Saint-Louis pour les transformer en maisons d'hôtes? Pourquoi nous ne devons pas avoir des approches de cette nature-là, avoir des maisons d'hôtes à Rufisque? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une activité dans tout le département de Rufisque, dans quel hôtel vous logez? Il n'y en a pas. Il n'y a que le Radisson de Diamniadio. Vous n'en avez pas. Donc, les structures d'accueil au plan touristique, mais pour développer le tourisme, il faut développer la culture. Moi, je ne rêve pas d'être à la tête d'une ville, ou bien en tout cas d'être conseiller dans une ville où tous les jours, nous n'aurons comme fonction que les gens se lèvent le matin, aillent travailler à Dakar et rentrer le soir à Rufisque. Il nous faut être beaucoup plus ambitieux en développant notre capacité à imaginer des choses en adéquation avec les besoins. Et je pense que tout ceci, pour dire que la mission d'être maire de Rufisque, c'est une mission extrêmement complexe, extrêmement large. Mais il faut qu'ensemble, avec tous les acteurs, y compris les acteurs qui s'adonnent au commerce, que nous puissions avoir un dialogue de territoire pertinent. On ne peut pas accepter que partout à travers la ville, on voit que du commerce. Du commerce aux alentours des écoles, du commerce jusque sur le boulevard, du commerce jusque sur les trottoirs. Et après, on s'étonne qu'il y ait de l'insécurité routière. Non, il nous faut discuter avec les acteurs. Mais comme je le dis encore, quand on a une fonction municipale, quand on veut bâtir une ville, c'est d'abord par la concertation
et le partage de l'idéal et de la vision avec tous les acteurs. La dernière question, vous la devinerez aisément. Avec tout ce que vous venez de dire sur Rufisque, les élections locales, c'est pour décembre prochain. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous soyez candidat à la mairie de Rufisque? Il ne s'agit pas pour moi d'être candidat uniquement pour assouvir une ambition personnelle. Ce n'est pas cela. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir une équipe qui, au-delà même de nos partis politiques, peut intégrer de dignes fils de Rufisque qui ont envie de servir leur ville. Esprit d'équipe. Le maire a un rôle important puisque c'est lui qui impulse, qui dégage une vision. Et c'est lui qui va candidater, qui va discuter avec les populations sur la base d'un projet qui va porter. Mais le plus important, c'est cette capacité du candidat à construire une équipe. Si moi je devrais demain être candidat, soutenu uniquement et enfermé dans un carcan partisan, je préférerais ne pas être candidat. Mais si je dois candidater pour la ville de Rufisque, c'est pour pouvoir, à l'échelle de nos 3 communes, avec d'autres acteurs, y compris des acteurs non politiques, ensemble dire que le moment est venu que nous nous penchions tous sur le sort de notre ville. Et je pense que Rufisque a cette chance de regorger de talents dans tous les secteurs, d'acteurs politiques de très haut niveau, mais aussi de cadres, hommes, femmes, jeunes, capables, ensemble, de porter les destinées de la ville. Donc je ne serai pas dans une réponse affirmative totale, mais dans une réponse conditionnée à notre capacité à agréger le maximum de Rufisquois autour d'un projet. Président Seydou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir reçus. Merci, monsieur. Merci beaucoup.